matière. Donc cela veut dire que, au-delà des polémiques, et lorsque j'ai entendu le petit commentaire tout à l'heure, j'ai tout de même été rassuré par l'un des intervenants que j'ai entendu, qui a dit que la Cour n'avait statué que sur des mesures conservatoires. Lui, il est resté dans la mesure de la nature de la décision qui a été celle de la Cour internationale de justice, parce qu'il est bien conscient, cet intervenant-là, que la suite de la procédure, il y a encore, que pour la suite de la procédure, il y a encore un long chemin à parcourir, qui est celui qui va consister à aborder le fond. Donc aujourd'hui, je crois que, à mon sens, il ne devrait même pas y avoir de débat pour dire qu'il y a eu défaite ou victoire. Ce sont des termes qui sont, à mon avis, parfaitement inappropriés concernant une décision de justice de la nature de celle que la Cour internationale de justice a rendue, à savoir une décision avant de dire droit, qui ne préjuge en rien du fond, qui laisse intact le droit des partis pour développer leurs arguments sur le fond. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de victoire. Certes, la décision n'est pas bonne, c'est vrai, mais vous savez, devant la justice, il faut savoir aussi s'incliner. D'autant plus qu'ici, la décision avant de dire droit ne préjuge en rien du fond. D'accord. Donc voilà, en gros... Avec vous, on est déjà dans le deuxième point, c'est-à-dire Jean Bambi, sur la décision je voulais terminer, monsieur Bambi, si vous permettez, juste deux petits mots pour dire que la procédure qui va suivre est encore longue. Vous savez, devant la Cour internationale de justice, si jamais elle devait retenir sa compétence sur le fond, parce qu'il y a encore des problèmes, des incidents qui peuvent survenir pour la suite des débats relativement à cette affaire, la suite de la procédure, ça risque encore d'être assez long. Oui. Avant qu'une décision puisse intervenir. Et tout à l'heure, vous avez entendu l'intervenant qui a certainement défendu les intérêts de ceux qui ont déposé des plaintes devant le juge français Hamon, en l'occurrence. Il a bien dit qu'au niveau de la procédure qui est en France, il y aura des difficultés. Commission rogatoire, déplacement des magistrats sur place parce que les faits se passent au Congo. Alors vous voyez bien que quand on va aborder le problème des compétences universelles, c'est bien la compétence universelle. Et vous verrez les problèmes qui vont surgir, parce qu'il faut que les magistrats du pays qui se décrètent une compétence universelle en sa faveur, il faut qu'ils se déplacent dans un pays souverain. D'accord. Et les problèmes, vous verrez, les problèmes qui peuvent surgir à ce niveau-là, et je crois que, comme on dit en termes vulgaires, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord, attendons le découvrir. Non, je voulais dire, Jean Bambi, qu'en tenant compte de ce cas de figure, on peut dire que la procédure au niveau de la juridiction congolaise est très avancée, alors que le tribunal de Meaux, qui a théoriquement le pouvoir sur cette affaire des disparus du Butch, alors quel commentaire vous pouvez faire, maître, sur la Convention européenne des droits de l'homme en son article 6, c'est-à-dire au cas où le Congo, la juridiction congolaise, aurait déjà prononcé des décisions au cours de cette affaire? Disons que la question que vous me posez anticipe un petit peu sur la procédure elle-même, dans la mesure où la République du Congo, aujourd'hui, les tribunaux congolais n'ont pas encore prononcé de décision. Donc on ne peut pas encore porter de jugement de valeur ou faire une analyse sur les compétences. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un constat. Un constat, et je pense que monsieur le doyen Mavila, qui est ici, aura des développements à faire sur la compétence universelle notamment. Donc, on sera en plein dans le vif du sujet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décision rendue par une juridiction congolaise dans cette affaire. Il n'y a pas de décision rendue par une juridiction française. Il y a une décision avant de dire droit qui ne préjuge pas du fond, qui est celle du 17 juin 2003 qui est rendu par la Cour internationale de justice. Maître, vous l'aviez déjà dit. Voilà, et à partir de là, voilà. Mais on est là déjà dans le deuxième chapitre, c'est-à-dire la nature de la décision rendue. Voilà. Avec vous, on a déjà, n'est-ce pas, écouté une esquisse de réponse. Mais vous êtes des hommes de droit aujourd'hui, honnêtement parlant, en tant que citoyen congolais. Et vous, sur ce plateau de Télé-Congo, là, on a cru que c'est les deux parties qui sont dos à dos, donc boutées, peut-être certainement expressément par la Cour internationale de justice. L'on pense également que c'est la défaite de notre pays. Mais vous, ici, vous dites que c'est une victoire ou c'est une défaite. Êtes-vous d'accord avec ce rejet ou bien vous êtes d'accord avec ce rejet officiellement? Vous n'avez pas encore dit là. Mais on ne va pas catégoriser aussi simplement des choses parfois beaucoup plus complexes. Ce que Maître Ngaliba dit, on va faire bref, c'est que la décision de la Cour internationale de justice n'a pas désigné des coupables, n'a pas dit combien de disparus il y a, n'a pas dit que le Congo est condamné de ceci à payer cela. Non. La Cour internationale de justice
avait à répondre à la demande qui a été formulée par l'État congolais, qui considérait de bonne foi que la procédure telle qu'elle était menée pouvait lui porter préjudice et qu'il y avait urgence à suspendre cette procédure. Sur ces deux points, le juge a considéré qu'il n'y avait pas de préjudice irréparable. Irréparable. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de préjudice grave à l'endroit contre l'État congolais. Et ensuite, qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre cette procédure. Rien que sur ça, le débat devant la Cour internationale de justice n'a pas porté sur autre chose. Désigner tel coupable ou tel autre, non. Sur le point du droit, la décision de la Cour internationale a porté sur ces deux points. Y a-t-il préjudice? Y a-t-il un préjudice irréparable aujourd'hui à l'endroit de l'État congolais? Y a-t-il urgence à ce que l'on suspende la procédure? Sur ces deux points, la Cour internationale a considéré, en l'état actuel du dossier, qu'il n'y avait pas urgence, qu'il y avait probablement, il pouvait avoir préjudice, mais il n'y avait pas de préjudice irréparable Mais sur ces deux si c'est points. fait comme ça, Oui. M. Boumakani, que sera devenu le tribunal de Meaux? Elle suspend simplement sa poursuite judiciaire ou sa procédure judiciaire? Sur ce point, nous reviendrons en son temps. La Cour internationale, mais d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut lire attentivement, point par point, considérant par considérant, cette décision, quant à savoir, est-ce que notre juridiction, nos juridictions, restent-elles compétentes pour connaître de cette affaire? Est-ce que les juges de Meaux sont-ils compétents pour poursuivre la procédure? Sur ces points, nous y reviendrons. Mais en tout cas, la décision, telle que nous la lisons, donne fermement, conforte la compétence des tribunaux congolais quant à examiner cette affaire. Mais nous reviendrons en détail sur cette affaire tout à l'heure. Oui, Oui, M. Mabila. Monsieur Obambi, Monsieur Blaise, votre émission se veut pédagogique, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Je reviens donc à l'article 31 que j'ai signalé tout à l'heure. Et j'ai indiqué l'alinéa 1. À l'alinéa 2, il est dit « En attendant le prononcé de l'arrêt définitif, la décision prise par la Cour internationale de justice, et c'est le cas d'espèce, lorsque cette décision est prise, on informe les parties et on informe le Conseil de sécurité. » C'est l'alinéa 2. Donc, c'est une première étape. Article 41. C'est ce que nous enseignons. Je ne peux pas inventer d'autre chose. Oui. Article 41 qui prévoit les mesures conservatoires. Je vous ai dit ce que c'était que l'alinéa 1. Maintenant, je vous amène à l'alinéa 2 en attendant le prononcé de l'arrêt définitif. Lors des mesures conservatoires, les parties sont informées, le Conseil de sécurité est informé. Alblaise, il y a une question. Autrement, on va donc au troisième point. Non, je crois qu'il vaut mieux que nous allons justement au troisième point qui porte sur la portée de cette décision. C'est cela, Jean Bambi? Oui, bien sûr, la portée de cette décision qui se ramifie en trois parties En trois essentielles. parties, oui. Nous avons En avant commençant tout par le problème de l'immunité du chef de l'État. On prend le cas de Justement, notre oui. chef de l'État, Le qui a président été Denis effectivement Sassou Nguesso, cité ouais. comme coupable dans cette affaire aussi. Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Oui, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale et qui est placée aujourd'hui sous l'éclairage de cette décision de la Cour internationale de justice. Comme l'a fait Maître Ngaliba tout à l'heure, ça peut paraître fastidieux, mais pour dire que c'est dans le texte que nous sommes, dans la décision de la Cour internationale que nous sommes, je me permets de vous lire un des considérants qui affirme, qui confirme que toutes les procédures envisagées, les convocations éventuelles du président à témoigner sous telle ou telle autre forme, eh bien, tous ces faits, gestes, sont contraires à ce que prévoit le droit international aujourd'hui. Le chef de l'État bénéficie d'une immunité et d'une inviolabilité. Alors, que dit le point 33, le 33e considérant de la décision de la Cour internationale de justice, qui reprend la position des conseils de l'État français devant la Cour internationale de justice et qui, eux, reconnaissent l'immunité du chef de l'État congolais. Eh bien, considérant qu'à cet égard, la Cour prend note des déclarations ci-après de l'agent et des conseils de la France. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce qui suit. Une chose doit être claire d'emblée. La France ne nie en aucune manière que le président Sassou Nguesso bénéficie
en tant que chef d'un État étranger d'immunité de juridiction tant civile que pénale. C'est le 33e considérant de la décision qui a été rendue. C'est la page 8. C'est le dernier paragraphe de la page 8. Ça se trouve aussi dans cette décision dont on parle tant. On fixe là l'étendue de l'immunité du chef de l'État. Et d'ailleurs, cette décision, le doyen Mavila, maître Ngaliba, confirmeront. C'est une décision sur ce point précis qui se situe dans la filiation d'autres décisions qui ont déjà été rendues en cette matière devant la Cour internationale de justice en 2002, sur une affaire qui opposait la République démocratique du Congo à la Belgique, affaire connue sous le nom de Guéroudia. Ce principe d'immunité est affirmé à propos du ministre des Affaires étrangères. Et cela vaut à plus forte raison à l'égard du président de la République. Mais est-ce que ce n'est pas déjà mal voir les choses? Parce que vous entendre parler, vous considérez cette immunité comme étant un plateau en or dormant, donc on ne peut pas titiller comme ça une autorité, soit-elle haut perché. Est-ce que le droit n'a pas ce devoir, n'est-ce pas, titiller un tout petit peu, quitte à survenir à un moment donné selon les